Bonjour tout le monde. Donc, très contente de vous retrouver pour une session qui est très chargée. On est très motivés à retourner au travail avec ces nombreux dossiers en simultané et dans justement tous ces sujets d'actualité qui vont nous occuper. Deux points importants. Le premier, je réitère que les gens dans Terrebonne n'ont toujours pas de député. Ça fait plus de 5 mois. Il n'y a pas d'explication ni de justification pour cette situation-là. Qu'on déclenche, s'il vous plaît. Deuxième point, c'est qu'à travers justement un nombre très, très important de sujets, je pense que le rôle des oppositions, c'est quand même de garder l'œil sur cette série de coupures dans toutes les directions, tout azimut, qui touchent la santé, l'éducation, l'accueil des immigrants, la capacité de faire du sport. Donc, si on récapitule, on a un gouvernement de la CAQ qui s'est fait élire avec comme principale promesse la saine gestion des finances publiques. Le résultat, c'est qu'on a eu le pire déficit de l'histoire du Québec, avec comme conséquence, une fois qu'on a fait des chèques généreux à Nordvolt pour la maison des aînés, les espaces bleus, les maternelles 4 ans, là, avec comme résultat aujourd'hui qu'on se met à couper. Tout en nous disant qu'il n'y a rien à voir et qu'il n'y a pas de coupure. Et c'est là le problème, c'est que c'est une chose de dire on vient de faire le pire déficit de l'histoire, on va devoir couper. C'en est une autre de couper de manière aléatoire, ou en tout cas sans qu'il y ait de plan compréhensible pour la population. Couper également sans admettre qu'il y a des coupures. Je rappelle que les augmentations des dépenses de l'État sous la CAQ, c'est beaucoup la bureaucratie. Par exemple, dans les augmentations du personnel de l'État, parce que l'État, la taille de l'État a augmenté sous la CAQ, 40 de l'augmentation de personnel, c'est des postes de gestion et de la bureaucratie, alors que les postes de service à la population, comme infirmières, enseignants, c'est 7-8 d'augmentation. Donc, ce qu'on demande à la CAQ, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un problème de gestion des finances publiques qui nous amène dans une situation très difficile en ce moment. Deuxièmement, dévoiler un plan clair pour limiter l'impact des coupures actuelles sur les services directs à la population. Et ça veut dire de cesser de nier qu'on est en train de couper dans toutes les directions et de présenter quelque chose de cohérent en ayant cette transparence, d'admettre que présentement, il y a 200 postes d'infirmiers et infirmières qui ont été coupés à Chaudière-Appalaches, 565 personnes coupées en santé à Laval. On vient de couper 9 millions sur la possibilité des jeunes de faire du sport, alors que le sujet, c'est la santé mentale des jeunes depuis des mois et des mois. Avoir l'honnêteté de dire c'est ça qu'on est en train de faire et voici pourquoi ce plan-là est cohérent, plutôt que d'essayer de nous faire croire qu'il n'y a pas de coupe, qu'il n'y a pas de coupure nulle part. Les gens voient bien ce qui se passe. M. Plamondon, j'ai suivi votre échange sur le réseau social américain qui appartient à Elon Musk, qui est dans l'entourage de Donald Trump. Est-ce qu'on peut juger le travail de député au nombre de publications qu'il fait sur ce réseau social américain? Vous l'avez déjà dénoncé parce que c'était trop agressif et infiltré par des robots russes et chinois. Là, il ne faut pas tout mélanger. Là. Ça se passe toute la place-là. Premier élément, c'est surprenant de voir un si grand nombre de députés caquistes qui n'utilisent que très rarement les réseaux sociaux pour s'exprimer. Tout d'un coup, tous m'interpellaient avec le même message, essentiellement. Lorsque je réitère ce que j'ai dit en passant, je pense qu'à Terrebonne, les citoyens ont intérêt à avoir une députée qui a la liberté de parole et la liberté de défendre ses citoyens sur les dossiers, plutôt que d'avoir un autre député caquiste qui n'a pas ce droit de parole, de sorte que, dans certains cas, on sait à peine quel est le nom de la ou le député. Cette affirmation-là, je la maintiens parce que c'est ce que d'anciens députés de la CAQ ont affirmé noir sur blanc, notamment Mme Foster. En sortant de son mandat 2014-2018, elle a dit « on ne peut pas parler, on nous dit de ne pas parler ». Mme Isabelle aussi a eu le même commentaire et on sait que c'est une problématique. Et donc, je réitère mon engagement au Parti québécois de donner plus de liberté aux députés pour qu'ils puissent s'exprimer à la défense de leur région. Et si mon intervention a permis, a motivé du jour au lendemain certains députés de la CAQ à prendre la parole, je les invite à prendre la parole sur ce qui ne va pas en ce moment, notamment les coupures en santé, les coupures en éducation et beaucoup de dossiers régionaux
pour lesquels, malheureusement, on ne les entend pas assez, à mon avis. Les élus de la CAQ, M. Saint-Pierre Plamondon, qui ont tenu des propos difficiles à votre égard en disant que votre tête ne passait plus dans la porte. On dit que vous ne saluez pas les élus à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on vous dépeint comme un leader égocentrique ou vous avez un examen de conscience à faire? Bien, ce n'est pas la première fois que la CAQ organise une séance, une campagne me visant moi. Donc, on a essayé de me dépeindre comme soupe au lait. C'était la même technique. Là, tous les députés se mettent à dire la même chose, puis ça devient un article de journaux. On a essayé de me dépeindre comme paresseux parce que j'ai pris une journée de congé après 14 jours de travail un peu avant Noël. Là, maintenant, on essaie de me dépeindre comme arrogant. Et ça va continuer, puis je trouve ça plate que le temps de ces députés-là soit consacré à ça dans le contexte actuel au Québec. Si les députés de la CAQ ont trop de temps, puis ne savent pas quoi faire de ce temps-là, plutôt que d'organiser des attaques partisanes de bas étage comme ceux-là, pourquoi ne pas défendre leur circonscription vis-à-vis des coupures qui affectent la population? Moi, c'est la question que j'aurais à leur poser. Le député Joliette, par exemple, hier, a refusé de s'expliquer, de refuser notre demande d'entrevue à la suite de son tweet qui visait le sondeur léger. Est-ce que vous voyez là-dedans une démonstration, justement, du fait qu'ils n'ont pas toute leur liberté de parole? Ça ne peut pas être plus imagé que ça. Tous les députés de la CAQ se sont fait donner instruction d'attaquer le chef du Parti québécois avec plus ou moins le même message. Certains étaient des copier-coller, donc ça démontre. Mais lorsque les journalistes interpellent chaque député de la CAQ en disant « Pouvez-vous justifier ou nous expliquer votre point de vue? » Et là, on découvre qu'en fait, ils n'ont pas le droit de vous parler et que c'est la CAQ qui vous répond « Le député ne parlera pas. » Donc, est-ce qu'on peut imaginer mieux mon propos, à savoir qu'il y a un problème de liberté d'expression au sein des députés de la CAQ? Est-ce qu'on peut mieux illustrer le propos de Mme Foster, de Mme Isabelle, des députés qui ont lâché la politique en disant « La CAQ nous empêche de parler librement puis de faire notre travail ». C'est éclatant, je trouve, de... C'est une chose, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est une chose, là, mais quand même d'affirmer qu'on ne connaît pas le nom de ces députés-là. Est-ce que c'est pas dit ça, j'ai dit... Les députés dont on ignore le nom. À peine, dont on connaît à peine le nom. À peine le nom. Dont on connaît à peine le nom. C'est correct, mais est-ce qu'à la limite, c'était peut-être pas inégalant de votre part, par respect pour ces gens-là qui ont été élus quand même dans leur circonscription, vous qui dites que vous voulez faire de la politique autrement, c'est un peu votre marque de commerce? C'est vous qui le dites. Moi, ma marque de commerce telle que je le conçois, c'est de donner l'heure juste et de dire vrai. Et je pense que je décris une réalité qui est confirmée par les députés de la CAQ eux-mêmes, dont certains ont juste quitté la politique, à savoir qu'on ne les voit pas puis on ne les entend pas parce qu'ils se font dire de ne pas s'exprimer, sauf quand il y a des commandes partisanes des gens d'enfantillage sur X comme ceux-là. Là. Ça, par contre... On retient qu'au prochain gouvernement, si vous êtes premier ministre, tous les députés auront le droit de parole parce que sous des administrations du gouvernement du Parti québécois et du gouvernement du Parti libéral, il y en a beaucoup qui se sont plaints d'être des plantes vertes. J'ai pris cet engagement-là. En 2022, si vous retournez durant la campagne, il y a une sortie où est-ce que je parle des réformes démocratiques auxquelles on s'engage. Et ce que je dis, c'est que les députés doivent demeurer cohérents avec les engagements du parti, mais que sur les dossiers locaux, ils devraient avoir la liberté de se porter à la défense de ce qui se passe dans leur circonscription. Et si certains députés de la CAQ sont très peu connus parce qu'on les a peu ou pas entendus sur ces enjeux-là au cours des 7 dernières années, si certains députés de la CAQ ont quitté la CAQ en disant « on n'a pas le droit de parole », bien, c'est à eux de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps, au lieu de lancer des attaques partisanes sur X, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre la défense de ma circonscription? Trouver la sortie. Pas sur le terrain, parce que là, on parle des sorties médiatiques. J'ai pas dit qu'ils ne travaillent pas sur le terrain. Pourquoi ils ne sont pas actifs sur le terrain? J'ai parlé de la prise de parole. Ils ne sont pas à la défense des électeurs. Non, j'ai parlé de prise de parole. Et donc, on peut aller sur le terrain, remettre un montant de sable, etc. Là, puis j'ai parlé de prise de parole. Et mes propos sur la prise de parole très difficiles ou inexistantes pour les députés de la CAQ, ils sont confirmés par Mme Foster et Mme Isabelle, 2 députés de la CAQ qui ont quitté en disant « on n'a pas de liberté de parole ». Et c'est prouvé également par un député de la CAQ qui m'interpelle sur les réseaux sociaux pour me faire une campagne, pour me faire mal paraître, mais que lorsqu'on pose une question au député, c'est la CAQ qui répond « le député n'a pas le droit de vous répondre ». Donc, la preuve est dans le pudding. Là. Comment en 2020, après votre élection comme chef, là, vous aviez parlé
la nécessité de démondialiser, de décanadianiser le Québec. C'en est où, ce projet-là? C'est toujours la même approche, c'est-à-dire que dans certains secteurs où le Québec serait concurrentiel en termes de production, nous, au Parti québécois, on pense qu'on est mieux de produire au Québec plutôt que d'être dépendant de l'importation de produits. Donc, on avait fait une liste grâce à la Fédération des chambres de commerce du Québec qui avait identifié les secteurs dans lesquels on serait concurrentiel. Donc, réindustrialiser le Québec. Également pour les secteurs où la sécurité de la population est en jeu, par exemple les médicaments. Nous, on pense qu'on devrait être autonome. Même chose sur l'alimentation. Donc, on a toujours les mêmes orientations. Avec Trump et tout ce qui se passe, là, est-ce que ce serait pas une réponse? Ça va dans ce sens-là. Donc, j'ai l'impression que si on regarde l'histoire de l'Occident puis de l'organisation, les cycles économiques là, au cours du dernier siècle, il y a eu des phases de mondialisation puis il y a eu des phases de protectionnisme. Clairement, on se dirige vers une phase davantage de protectionnisme. Et je trouve que sur le plan économique et environnemental, de retourner à des économies de circuits courts plutôt que d'importer de l'Asie, de l'Amérique latine en ne tenant pas compte de l'émission de gaz à effet de serre, en ne tenant pas compte de l'impact sur l'économie québécoise de ne pas générer nous-mêmes de la richesse. Je pense que c'est une réflexion qui est saine et je maintiens ces orientations. Comment vous avez trouvé la sortie de Valérie Plante hier par rapport à l'itinérance, que le premier ministre n'allait pas sur le terrain? Est-ce que c'était trop? Je ne veux pas qualifier plus. Je veux juste retourner à certains faits parce que j'ai répondu hier là, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai simplement été un peu surpris qu'elle affirme que les partis d'opposition ne sont pas venus. J'ai réitéré, surtout sur le sujet de l'itinérance, parce que vous nous avez entendu souvent, notamment la présentation d'un plan complet qui s'inspire de la ville de Houston, de la ville d'Helsinki. Non seulement c'est une réalité que je connais bien, dans l'Est de Montréal, qui est une réalité qui nous préoccupe, mais nous avons sollicité une rencontre sur ce sujet-là notamment, et ça a été cancellé par la mairie. Et c'est Joël Arsenault qui a quand même fait le suivi en étant présent aux États généraux sur l'itinérance et ensuite en interpellant formellement le premier ministre en disant « Prenez vos responsabilités sur l'itinérance ». Donc, des fois, il y a des précisions qui sont nécessaires par rapport à ces déclarations-là. Le financement du transport collectif. L'intégration des immigrants, est-ce qu'on a besoin d'une loi cadre sur l'intégration des immigrants et si oui, pourquoi? C'est toujours difficile ou hasardeux de commenter un projet de loi qu'on n'a pas lu. Voici par contre les observations que je tiens à faire aujourd'hui. La CAQ s'était engagée à diminuer ou en tout cas ne pas augmenter lors des dernières élections les seuils d'immigration. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. De sorte que, de son propre aveu, on a excédé la capacité d'intégration. La CAQ coupe dans la francisation des immigrants de manière importante. La CAQ, on l'a appris sur Radio-Canada hier, coupe dans l'intégration, dans les programmes d'intégration des immigrants. Sur la laïcité, on a interpellé la CAQ souvent sur les écoles privées religieuses qui sont subventionnées, sur le fait que le privé, finalement, la loi sur la laïcité ne s'applique pas au privé. On a interpellé, et ça fait 7 ans, donc, que la CAQ, sur ces sujets-là, n'agit pas puis fait la sourde oreille. Donc, je veux bien avoir un débat conceptuel sur l'interculturalisme, la convergence culturelle et le multiculturalisme, mais il y a des décisions pendant 7 ans, de manière constante, qui parlent de ce que la CAQ a fait ou n'a pas fait et qui a beaucoup d'impact sur notre modèle d'intégration, à savoir sous-investissement dans la francisation, l'accueil et perte de contrôle des seuils d'immigration temporaire comme permanente en contravention de leurs engagements électoraux. Donc, la CAQ tient un discours, mais dans ses actions, le fait le contraire? Bon, on va voir quel discours, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce projet de loi-là, mais on va devoir tenir compte de 7 ans d'inaction ou d'action, en fait, incohérente avec leur discours pendant 7 ans. Ça me fait beaucoup penser à la loi 96. C'est-à-dire que la loi 96, il y avait certains bons éléments dans la loi. Mais nous, notre propos, c'était de dire, on le sait, et vous le savez à la CAQ, que c'est un projet de loi nettement insuffisant pour renverser le déclin du français, notamment parce que vous avez perdu le contrôle sur la proportion d'allophones et de francophones qu'on reçoit. Et le but de la loi 96, c'était beaucoup de montrer qu'on fait quelque chose, mais dans une optique de communication avant d'être dans une optique de politique structurante à long terme. Simplement, on ne peut pas être contre ça, de vouloir mieux intégrer
les immigrants, par exemple, à la culture québécoise, à la langue. On ne peut pas être contre ça, sur le principe. On ne peut pas être contre la tarte aux pommes, mais si la tarte aux pommes en question est en fait un mirage ou des mesures superficielles qui n'auront pas d'impact sur ce que je viens de vous mentionner, c'est-à-dire le fait que la CAQ n'a pas respecté ses engagements sur les seuils d'immigration, puis le fait que la CAQ est en train de couper dans la francisation puis l'intégration des immigrants, on va garder quand même un œil critique sur cette volonté-là de la CAQ d'avoir un débat qu'on aura quand on pourra lire le projet de loi. Là, en ce moment, je commente strictement sur la base de ce qui a été rapporté dans les médias. C'est nécessaire d'avoir un cadre propre au Québec pour l'intégration, un modèle d'intégration québécois? Bien, c'est nécessaire, mais est-ce que c'est possible dans le Canada? Les institutions canadiennes ne prônent pas du tout l'approche qui va être dans ce projet de loi-là. Ça, je peux vous le garantir avant même de l'avoir lu. Donc, est-ce que c'est faisable de contrer le communautarisme, la pensée canadienne de communautarisme, par un projet de loi, alors que le fédéral ne respecte pas notre planification de l'immigration sur à peu près tous les aspects? Il y a une raison là, pourquoi la question de l'indépendance du Québec revient souvent sur ces questions. Le financement de la ligne bleue, est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation que le tramway? Vous avez vu le dossier du collègue Olivier Lemieux, c'est-à-dire que la part du fédéral, finalement, va être annulée. La CAQ est-elle trop attendue pour boucler ce financement-là, d'après vous? Deux choses. La CAQ a politisé à outrance des projets de transport avec comme conséquence qu'il n'y a rien qui a bougé et qu'on va peut-être perdre le financement. Deuxième chose, comme dans l'autre sujet de tantôt, la CAQ n'a pas respecté ses engagements électoraux parce qu'elle était censée rapatrier les budgets d'infrastructure de la part du fédéral, aller dans leur documentation, leur plan de nationalisme québécois. Je vous ai référé spécifiquement, mais ils s'engageaient à rapatrier les budgets d'infrastructure pour ne pas être dans ces situations-là. L'ont-ils fait? De la même manière, est-ce qu'ils ont obtenu un rapport d'impôt unique? Est-ce qu'ils ont obtenu les pleins pouvoirs en immigration? Est-ce que c'est beaucoup de communication et de blabla, la CAQ? Puis quand on regarde dans la réalité, c'est pas du tout ce qu'ils font. Est-ce que c'est ce qu'ils pouvaient espérer un peu, d'après vous? De quoi? Que le projet de tramway ne voit pas le jour, finalement, parce que la contribution du fédéral ne serait pas au rendez-vous? Je pense qu'ils ont politisé le dossier en refaisant le dessin eux-mêmes à des fins électoralistes, alors que le bureau de projet à Québec avait fait le travail. Et le jour où ils ont posé cette erreur-là, s'en est suivi un dédale interminable, parce que là, il n'y a plus personne pour appliquer sur l'appel d'offres, puis ensuite, il y a d'autres délais parce qu'on envoie ça à la caisse, puis L'erreur, elle provient du moment où on a repris le travail du bureau de projet, puis qu'on s'est mis à dessiner au Conseil des ministres, en fonction de considérations électorales, le trajet du tramway. On s'en est jamais remis, tant sur le coût du projet que sur la possibilité d'aller chercher le financement maintenant. Do you think that a new model of integration of immigrants, what Mr. Roberge is proposing, and the bill he'll table on Thursday, apparently, is this necessary in Quebec since we have the Charter of the French language, we have Bill 21, repeating those principles and values? Well, the question is that at all effective? I mean, it's difficult to tell because we haven't seen the bill. But bottom line is, if you don't control the levels of immigration and you're, according to the government, way beyond your capacity to integrate, and if you're cutting the spending in integration and the spending on learning French for immigrants, I mean, you can table bills as much as you want on concepts such as interculturalism versus multiculturalism and so on. The financial and political decisions of the CAQ over the past 7 years, they speak for themselves. And it's a bit late to come up and say, hey, I'll go with a bill that changes the model of integration. If you're cutting the spending on integration, what use? What's the logic here? And second point, if Canada doesn't agree with that model, and Canada is in a community-based, multicultural model, how do you defend staying within Canada while knowing that Canada will impose on you its model and its levels of immigration? That's the fundamental contradiction within the CAQ.
and it's never been resolved. Do you think that tabling this additional bill right now is a form of distraction from the government, or do you think that it could still bring about some form of change? I think they're very much oriented towards communications and political tactics since they've been elected in 2018, and they're still doing the same. A bit like Bill 96. You take a genuine topic, but you don't go towards the structural measures that could really change the course of things. You go towards communications, what looks good, and then you'll go on self-promoting yourself, saying this is a historical moment and this is so important and so on. We've seen the CAQ so many times go through that. I'm not saying that everything in the bill will be wrong or useless, but I'm saying if you're looking at what the CAQ has done over 7 years, it's not coherent with what they're trying to do at this point, given that they're cutting the spending on French education for immigrants, on integration for immigrants, on housing, so many elements. It's not coherent, so we'll see what's good in the bill, but we'll remain critical of the overall... window dressing is what you're saying. It's window dressing. Window dressing, that's interesting. Oui, non, en français, je pense pas qu'on a ça. De l'arrangeage de fenêtres, de la décoration de fenêtres. I'll read the bill. Let's just say that the CAQ has been very good in window dressing over the past 7 years, so we'll keep an eye on that. Juste une petite question. Comment vous réagissez aux allégations de racisme là, à l'endroit des infirmiers, infirmières africains à Amos et la Sarthe? Je ne sais pas si vous avez vu ce matin. Oui. Joël va le prendre. Ben, écoutez, ça se passe dans le domaine de la santé. Je ne suis pas parent dans la santé. Au Parti québécois, on a toujours condamné fermement tout propos, acte de racisme, où qu'il soit à travers le Québec, et en particulier lorsqu'il est question là, de gens qui viennent prêter main forte au réseau de la santé. Alors, on condamne fermement ces propos, ces gestes, et on souhaite que les autorités, les gestionnaires puissent intervenir pour s'assurer de rassurer, d'accompagner, de soutenir les personnes qui sont victimes actuellement de ces propos, de ces gestes-là. Just to go back to the death threats you received, you and your family. Now you're asking the court for a proper sentence. Why is that? Why, according to what Geneviève Lajoie wrote in the Journal du Québec this morning, why are you doing this? Why did you write this letter to ask for proper sentence? Well, I was invited by the Crown, by the lawyer in charge of the prosecution to do so, and it's standard. So the victim is invited to put in writing or in person what they've been through, and it's part of the considerations before fixing the sanction. And I've done that just to make a few things clear. It's an attack on democracy, so it's not threats after two neighbors not agreeing on something. It's a threat to my whole family, not just on me. And I wanted to specify because if you read the letter I've received, it's a conspiracy theory that I was controlled by a Jewish lobby, and I was kind of a puppet of the Jewish power. And so it's important for me to state that anti-Semitism is not accepted in Quebec, and the signal must also be strong. And to explain, and I have a whole paragraph that was not published, but maybe I'll publish it later on today, saying, in my case, I can testify that I started politics in 2016 with no chance of winning whatsoever, selling cards at $10 each. And when I tried to be leader of the Parti québécois in 2020, I was again last in the polls, selling cards at $10. And so all those theories that were controlled by Karl Schwab or by Davos or by the Jewish power or by the unions, Big Pharma and so on, we read them all the time on the social media. And not only it's totally false, the only persons I'm loyal to are the members of the Parti québécois.
in terms of who not loyal, à qui je rends des comptes, to whom I'm accountable to are the members of the Parti québécois. But most importantly, unlike other systems, nobody gives me money except the proper financing through the DGEQ. I'm not controlled by anyone. I take the stance that I feel and we feel is appropriate in the public interest. And it's important to explain it because it creates a lack of humanity towards politicians if people end up believing that we're puppets to some kind of occult power. It's not the case, and it's dangerous to have those ideas because people then they feel they're justified to threat politicians. So you want jail time? I demanded at the end of the letter an exemplary sanction, saying I'm not an expert, I don't know the jurisprudence, I leave it to the court, but I think given those factors, attack on family, anti-Semitism, attack on democracy, there should be a strong signal by the judiciary system.